Nous sommes en guerre. Ils étaient en première ligne face au Covid-19. Ils sont dans la rue pour défendre l'hôpital public. Les personnels des hôpitaux, médecins, infirmiers, ambulanciers, Unis par une même expérience, celle de s'être sentis bien seuls, sans parfois le matériel pour affronter l'épidémie. je tiens avant toute chose à exprimer à ces héros en blouse blanche la reconnaissance de la nation. On veut pas d'applaudissements, on veut pas de médailles, même la prime Covid, on s'en fout. Nous là, ce qu'on veut, c'est juste des lits pour les patients avec des moyens matériels pour soigner correctement. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Thomas Lehété et vous écoutez la nouvelle série du podcast de Cortex intitulée Paroles de soignants. Ça n'aura échappé à personne, depuis plus d'un an, le coronavirus a considérablement bouleversé nos vies. Plus encore, il a remis profondément en question notre système de santé qui semble incapable de soutenir une épidémie d'une telle ampleur. Le 7 avril dernier, c'était la journée mondiale de la santé. À cette occasion, chez Cortex, on a eu envie de donner la parole justement aux soignants, ceux dont on a dit qu'ils étaient en première ligne dans la lutte face au virus. Pour ces aides-soignantes, infirmières ou médecins, la peine a été double. Pendant un an, ils ont fait l'objet de tous les fantasmes. D'abord, ils ont été applaudis et même érigés au rang de héros par certains, et puis on a commencé à s'en méfier. Certains voisins craignaient qu'ils ne ramènent le virus dans leur quartier ou dans leur immeuble. Pendant un an, malgré tout, ces soignants ont continué à faire leur travail. Ils apportaient leur aide aux nombreux malades du coronavirus, mais ils devaient aussi, tant bien que mal, faire tourner les services réguliers des établissements de santé. Une tâche pas si anodine dans un milieu où, déjà avant la crise, on se plaignait de ne pas pouvoir bien faire son travail par manque de moyens. Les intervenants que vous allez entendre avaient envie, parfois besoin, de partager leurs témoignages, leurs peurs mais aussi leurs moments de joie. Leurs récits leur sont propres. Ils y expriment leur subjectivité et la façon dont chacun, individuellement et intimement, a vécu cette période. Ceci étant dit, il ne me reste qu'à vous souhaiter une bonne écoute. Je m'appelle Olivia, j'ai 26 ans et je travaille en EHPAD, je suis aide-soignante depuis avril 2017. Ça a toujours été un peu compliqué comme travail parce que c'est fatigant physiquement, c'est fatigant psychologiquement parce qu'on est constamment en contact avec des personnes qui sont malades, physiquement et psychologiquement aussi. Je dirais que nous, on a eu entre guillemets de la chance parce que notre directrice, elle a toujours pris ça au sérieux. Donc nous, dès le début, dès qu'il y a eu les premiers cas en France, tout de suite, on a dû travailler avec le masque, etc. Donc nous, on a été assez préparés à ça. C'est plutôt au niveau des soignants où au début, on se disait oui, c'est un petit peu exagéré, c'est un petit peu exagéré. Et puis finalement, on s'est bien rendu compte que c'était pas exagéré du tout et que notre directrice avait raison. Et du coup, après, nous, derrière, on a fait ce qu'il fallait. Ce qui a été compliqué, c'était le manque de matériel. Par exemple, quand il y a eu la pénurie de masques, on a fait appel en fait à des couturières qui nous ont fabriqué des masques en tissu. Il y a des familles aussi qui nous fabriquaient les masques. Les surblouses, c'est pareil, on n'avait pas assez, donc il a fallu faire appel à des couturières pareil pour nous fabriquer des surblouses réutilisables. Enfin, ça a été pas évident. Parce que c'était soit ça, soit on n'avait pas ce qu'il fallait pour bosser correctement, quoi, éviter de ramener le virus chez nous. Enfin, chez nous, dans l'établissement, je veux dire. Du coup, en fait, les personnes qui étaient à risque par rapport au Covid, elles ont dû s'arrêter de travailler. Donc, chez nous, on a eu qu'une seule personne dans ce cas-là. Après, il y a eu le problème aussi des écoles qui ont fermé pendant le confinement. Donc, du coup, on a eu des arrêts maladie pour les personnes fragiles, pour les personnes qui avaient personne pour garder leurs enfants. Du coup, ouais, on a eu pas mal de remplaçantes. Alors, au début, ça a été compliqué de remplacer. On a été obligé de remplacer en interne parce que je pense que les gens avaient peur. Donc, il y avait beaucoup moins de candidatures pour bosser. En fait, on a remplacé en interne. Donc, nous, on faisait des heures supplémentaires. Et après, on a réussi quand même à trouver des personnes extérieures pour remplacer, ce qui nous a vachement fait du bien parce que les heures supplémentaires, c'est bien, mais ça fatigue beaucoup.
La chance qu'on a eue dans notre établissement, c'est que le Covid n'est jamais rentré. On n'a eu personne de touché. En fait, on a eu beaucoup de pression, à juste titre, au final, des supérieurs, parce que du coup, on a vraiment eu l'angoisse que ça rentre. Je dirais qu'à un moment donné, on est limite devenu parano. En fait, comme on n'a pas eu de cas, on n'a pas eu beaucoup de décès d'un coup à gérer. En fait, nous, le nombre de décès n'a pas forcément augmenté à cause du Covid. Tandis qu'il y a d'autres EHPAD de la même association qui ont eu des 18 cas, des 40 cas personnels et résidents confondus. Donc, du coup, pour eux, ça a été compliqué. Nous, c'est surtout qu'on a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de pression parce que, et puis c'est ce que je disais, on avait peur, on devenait parano parce qu'on avait peur de le faire rentrer. On avait peur de le faire rentrer. Tout le personnel prenait sa température le matin avant de venir travailler et le soir en rentrant du travail, pour être sûr qu'il n'y ait pas de température, parce que en fait, le moindre signe qui pouvait faire penser au Covid, tout de suite, il fallait aller se faire tester. Si le soir, on rentrait du travail, qu'on avait 38, le lendemain, on n'allait pas bosser, on allait se faire tester. Et si le PCR était négatif, là, on pouvait retourner travailler. C'était vraiment... ça fait un peu extrême dit comme ça. Mais en fait, comme on n'avait pas de cas et qu'on voulait que ça reste comme ça et qu'on voyait toutes les EHPAD autour de nous, entre guillemets, qui tombaient comme des mouches parce qu'ils avaient plein de cas, du coup, il y avait un manque de personnel atroce. En fait, nous, on a été extrême là-dessus, mais au moins, c'est pas rentré. En fait, ma directrice, elle a contact avec des directeurs d'autres EHPAD de la même association. Et en fait, tous les jours aux transmissions, tous les jours, on faisait un point Covid et tous les jours, elle nous disait, voilà, tel EHPAD, ils ont eu encore tant de cas, tel EHPAD, ils ont eu encore tant de morts. Et nous, on était à un moment où on s'est dit, mais c'est pas possible, il va rentrer et on va tous être... En fait, on avait peur qu'il rentre, non seulement pour les résidents, parce qu'on avait peur qu'il leur arrive quelque chose, parce qu'on n'a pas envie de les voir tous partir d'un coup. Et on avait peur aussi pour nous, parce qu'on se disait, déjà qu'on a des personnes qui sont pas là, si jamais ça rentre, qu'il y a d'autres personnes touchées, en fait, on va se retrouver en sous-effectif pire que d'habitude. Et puis alors là, c'est l'hécatombe. Donc non, on a vraiment eu peur au début. Là, à l'heure actuelle, je pense que c'est un peu rentré dans les mœurs, entre guillemets. Mais au début, ça faisait flipper. Dans les établissements où il est entré, je pense que là, pour le coup, ils ont bien douillé comme il fallait. Franchement, parce que j'ai une de mes collègues qui est infirmière qui a été sur il y a eu un établissement donc de la même association qui est sur Paris. Il y a eu un week-end où ils n'avaient pas d'infirmière du tout. Je ne sais plus pourquoi. Je pense qu'elles étaient en arrêt, je ne sais plus. Et du coup, ma collègue est allée remplacer là-bas. Et là, pour le coup, dans cet établissement-là, ils avaient des cas de Covid. Elle m'a dit, on peut s'estimer heureux de travailler comme on travaille parce que là-bas, c'est pas du tout pareil. C'est beaucoup plus intense. Les personnes qui sont occupées de gens qui ont le Covid, franchement, chapeau, parce que je pense qu'ils ont dû tout réorganiser. Il y a des établissements où ils ont été obligés de faire des ailes Covid. Donc, c'est une réorganisation des structures, c'est une réorganisation des équipes. Ils ont dû tout réorganiser, en fait. Et nous, on n'a pas eu ce problème-là. On y a réfléchi. Parce que aux transmissions en équipe, on s'est dit, voilà, si jamais on a un cas, qu'est-ce qu'on fait? Un cas ou plusieurs, comment on fait? Comment on gère le truc? Et en fait, nous, on n'a fait qu'en parler. Heureusement. En fait, chez nous, on n'a pas confiné les résidents. C'est-à-dire qu'ils pouvaient sortir de leur chambre, ils pouvaient se balader comme ils voulaient dans l'établissement. Ils avaient peur que le virus entre dans l'établissement, ils avaient peur qu'il y ait des personnes touchées. Et puis, au bout de quelques semaines... je pense qu'ils avaient peur quand même, mais ce qui a pris le dessus, c'était le manque de leur famille. Je pense que c'est ce qui a été le pire pour eux, en fait. C'est même pas la peur, c'est qu'ils ne voyaient pas leur famille. Il y a des personnes qui avaient des visites très régulières de leur famille. Il y a des personnes qui ont des habitudes. Il y a une résidente chez moi qui sa nièce, en fait, vient la voir tous les jours. Tous les jours, elle vient boire le thé avec elle. Du moins, elle venait. Et en fait, d'un coup d'un seul, non, on lui a dit, votre nièce, elle ne viendra plus. Et au début, elle l'a bien vécu parce qu'elle pensait que ça n'allait pas durer. Et en fait, quand elle a vu que ça durait, comme les autres, en fait, là, pour le coup, ils étaient vraiment, vraiment pas bien. Déjà que c'est des personnes âgées.
qui font pas grand-chose. Enfin, c'est pas méchant ce que je dis, hein, mais c'est réaliste. Et du coup, leur visite, en fait, c'est hyper important pour eux. C'est peut-être quelque chose que nous, on comprend pas parce que nous, on a une vie sociale, on va au magasin, on parle à la vendeuse, on va à la boulangerie, on parle à la boulangère. Mais eux, ils ont pas ça. Eux, ils parlent qu'à nous, à leurs soignants et à leur famille. Parce que même la communication non verbale, le toucher, etc., ça, ils l'avaient plus non plus. Et même avec nous, parce on pouvait plus mettre notre main sur leur épaule ou des choses comme ça. Et ça, je pense que ça a été compliqué pour eux, beaucoup, de plus avoir le lien social qu'ils avaient avant. Il y a eu des EHPAD où ils ont confiné des personnes dans leur chambre parce qu'ils avaient vraiment, je pense qu'ils avaient encore plus peur que nous pour faire ça. Et en fait, il y a des résidents qui ont tenté ou qui ont réussi à se suicider parce qu'ils étaient tristes, ils ne voyaient plus leur famille. En équipe, pendant les transmissions, on s'est beaucoup questionné sur comment gérer les choses, comment gérer justement le confinement des résidents, etc. Et en fait, quand on nous a raconté ça, on s'est dit qu'on ne pouvait pas les laisser dans leur chambre parce que déjà, être confiné dans un établissement, c'est pas évident, mais si c'est dans leur chambre tout seul, c'est même pas la peine. Ça veut dire qu'ils voient plus personne parce que les résidents entre eux, ils se connaissent, ils se parlent, ils discutent, ils rigolent, ils font des jeux, etc. On les confine tout seuls dans leur chambre, ils ont vraiment aucun lien social, quoi. Ce qui a été compliqué pour moi, c'est trop de remplaçantes. Trop de remplaçantes, des personnes qui n'ont pas forcément travaillé dans les soins avant, ou du moins très peu. Du coup, il faut les former. Sauf que ces personnes-là ne restent pas forcément. Donc, quelques temps après, quand je dis quelques temps, c'est quelques jours, allez, une semaine grand max après, on est obligé de reformer quelqu'un d'autre parce qu'il y a une nouvelle arrivante. Ça, c'est fatigant. C'est fatigant parce que déjà, il faut toujours expliquer, réexpliquer, se répéter constamment. Et puis, comme c'est des personnes qui ne sont pas opérationnelles tout de suite, ce qui est normal quand on arrive dans un établissement qu'on ne connaît pas, en fait, nous qui sommes titulaires, qui sommes là depuis un moment et qui savons comment ça fonctionne, en fait, on est obligé de repasser derrière les remplaçants, on est obligé de faire plus de travail que d'habitude parce que du coup, forcément, elles sont moins rapides. Ça, ça n'a pas été évident. Ça a été très, 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 très fatigant. Mais ça a été... En fait, j'ai craqué, entre guillemets, mais plus sur la fin. Plus sur la fin, parce que, bon, au début, on se disait, allez, c'est bientôt terminé, c'est bientôt terminé, c'est bientôt terminé. Et en fait, là, je pense que tous, hein, même les non-soignants, on se rend tous compte que, en fait, c'est pas terminé quand on est loin d'en avoir fini avec ça. Et que du coup, on est, entre guillemets, condamné à avoir cette vie-là pendant je ne sais combien de temps. Et je pense que tout le monde en a marre. On n'a plus de moyens de décompresser parce qu'on est en confinement, donc on finit le travail, on rentre chez soi. On ne peut pas décompresser, c'est pas possible. Donc en fait, on est travail, maison, et on a la tête pleine tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et je pense que c'est là en ce moment où les gens vont commencer à vraiment craquer parce qu'on n'en voit pas le bout. Moi, personnellement, je ne me sens pas du tout comme une héroïne. Je pense que en fait, on nous a vus comme ça parce que là, pour le coup, tout le monde s'est retrouvé face au fait que, oui, les soignants sont utiles. Oh oui, c'est marrant, ils ont des problèmes dans leur travail, ils sont souvent sous-effectifs. Ah ils n'ont pas tous les moyens humains et financiers pour travailler. Ah c'est marrant ça. Sauf que ça fait des années que ça existe. Ça fait des années que c'est le cas, ça fait des années qu'il y a des manifestations pour ça. Et on s'en est rendu compte quand tout le monde est touché. Voilà. Après, je trouve, par rapport aux applaudissements et tout, j'ai trouvé ça. En fait, on sent que notre travail il est reconnu. Voilà. Donc ça fait plaisir, on est content, c'est agréable. J'ai trouvé ça beau de voir tout le monde applaudir en même temps, à la même heure pour la même chose. Mais bon, effectivement, ça n'a pas duré bien longtemps. Bon, après, en même temps, on ne va pas applaudir jusqu'à la fin de nos vies les soignants à 20 heures. Après, je sais que j'ai des collègues qui ont trouvé ça un peu ridicule. Comme j'ai dit, on ne se sent pas comme des héros. On fait juste notre travail comme on le fait depuis qu'on est diplômé et qu'on a commencé à travailler. Mais après, ouais, je sais pas, c'est une forme de reconnaissance, mais en même temps, j'aurais préféré qu'on me facilite la tâche pour aller au travail à ce moment-là. Il y a eu des manifestations, on a dit à la télé qu'on était reconnaissant des soignants, qu'il y avait effectivement des problèmes à l'hôpital, qu'il y avait effectivement un manque de personnel, un manque de moyens financiers.
Et qu'est-ce qui a été fait depuis? Parce ils le disent encore qu'il y a des problèmes là-dessus. Donc en fait, il n'y a rien qui est fait. Ils ont été reconnaissants pendant un moment, et puis maintenant, c'est devenu normal. Enfin, en même temps, on fait notre travail, mais je veux dire, c'est normal qu'on travaille comme ça, et puis basta. C'est tout. Je suis pas en colère que pour ça. Il y a aussi autre chose. C'est que quand il y a eu le premier confinement, les soignants qui ne sont pas véhiculés, qui n'ont pas le permis, qui n'ont pas de voiture, etc., ils pouvaient bien se démerder pour aller travailler. Moi, je vis pas en région, je sais pas comment c'était en région parisienne par rapport au transport. Moi, je ne vis pas en région parisienne. Chez nous, quand je devais travailler à 7 heures du matin, je n'avais pas de transport pour aller travailler. Donc, j'y allais à pied. Donc, le matin, je partais de chez moi à 5h45 pour arriver au travail un peu avant 7 heures, enfin, pour pas arriver en retard, quoi. Et je tapais un peu plus d'une heure de route, à pied. Alors, à la télé, ils avaient dit, Emmanuel Macron, qu'ils allaient essayer de mettre en place des taxis pour les soignants, pour ceux qui, justement, ne sont pas véhiculés, qui n'ont pas de transport pour aller travailler et qui, du coup, auraient besoin d'un taxi. Eh ben, on les attend encore. Parce que ma directrice a bien appelé les compagnies de taxi de notre ville, qui lui ont gentiment répondu qu'il n'y avait aucun problème pour nous emmener travailler si on payait. Voilà. Alors, juste un truc pour vous dire à quel point, quand même, ma directrice, elle s'est démenée pour nous. Quand je finissais à 21h le soir, pour pas que je tape 1 heure de route et que je rentre chez moi à 22h, c'est ma directrice qui attendait, qui restait au travail jusqu'à 21h, parce qu'elle, elle n'habite pas dans notre ville non plus. Hein, et elle partait du travail à 21h pour me ramener chez moi. Parce que sinon, je tapais 1 heure de route le soir. Sachant que le week-end, je finis à 21h, je reprends à 9h le lendemain, je vous raconte pas la courte nuit que j'aurais passée si elle n'avait pas été là. C'est pas pour dire que je suis privilégiée, que je suis une reine et que je devrais prendre un taxi. C'est juste que là, pour le coup, je tape plus d'1 heure de marche pour aller travailler. J'arrive au travail, j'ai déjà l'impression d'avoir fait 1 heure dans ma journée, quoi. Parce qu'on piétine déjà toute la journée, et ben je piétinais aussi pour aller travailler. Ah, c'était bien. C'était le témoignage d'Olivia. Si vous avez pris du plaisir à l'écouter, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Comme d'habitude, si vous êtes friand de savoir scientifique, je vous invite à passer faire un tour sur le site www.le-cortex.com. Vous y trouverez sûrement des réponses à des questions que vous vous êtes peut-être déjà posées. Pour ma part, je vous donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode de cette série Paroles de soignants.